Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents ici au salon Rent, Immobilier Nouvelles Technologies. On va parler évidemment de nouvelles technologies avec un bouleversement en cours. C'est vrai que quand on pense ne serait-ce que ChatGPT, c'est 2,5 milliards de demandes par jour, 29 000 requêtes par seconde. Il se passe quelque chose. Et on va vous éclairer, on va vous expliquer notamment ce que l'on fait au sein du groupe Figaro. Il y a beaucoup de choses qui se déroulent. En tout cas, nous, on va avoir 200 ans d'existence, puisque le Figaro existe depuis 1826. Il y aura d'ailleurs une grande fête l'année prochaine. Bon, on est un peu, au départ, on se dit on est un peu l'anti-start-up, mais pas du tout. On est au cœur, justement, des innovations, de ces nouveaux métiers. Il y a une légitimité à la fois dans l'histoire, la presse, le lectorat, mais aussi le numérique, le digital, le mobile. Le groupe, donc, sait faire, mais il ne se repose pas sur ses lauriers. Il sait innover, être au cœur des besoins, des envies. Il faut capter l'air du temps et s'adapter, proposer donc des produits qui répondent aux attentes utilisateurs, les particuliers comme les professionnels, en fait, anticiper les besoins de demain. Et donc, cette conférence, elle va vous dévoiler le savoir-faire de Figaro Immobilier, les orientations techniques, stratégiques, de l'IA à la data, en passant par les meilleurs résultats. Le groupe qui est un peu un tiers de confiance, hein, c'est important pour les internautes, pour le grand public, pour ceux qui souhaitent acheter, vendre, investir, louer, tout simplement voyager aussi. On va vous apporter, en tout cas on l'espère, quelques solutions et de beaux éclairages. On vous dit presque tout. Data, IA, émotion, les clés du succès immobilier. Et pour m'accompagner, 3 experts qu'on est très heureux d'avoir sur le plateau. Pierre Lemaire, lead product owner de Figaro Immobilier, qu'on peut applaudir. Pierre Lemaire. Ce sera l'IA au service de la recherche immobilière. Romain Suard, qu'on peut applaudir également, présent Romain, chef de projet. Bonjour. Suscitez l'émotion sans effort, concevez votre avatar IA. Et puis Julien Brablet, bonjour, et qu'on peut applaudir également. Jules, pardon. Jules Brablet, pas de mal. Pardon. Data journaliste, Fig Data, et Jules va nous présenter une étude exclusive de Figaro Immobilier. Pour démarrer, Pierre Lemaire, tu vas, on se connaît quand même, nous expliquer un petit peu justement peut-être les enjeux et ce que tu fais concrètement avec les équipes. Merci beaucoup Olivier pour la parole et la présentation. Bonjour tout le monde. En effet, je coordonne plusieurs équipes pour assurer le déploiement de la stratégie produit pour les marques Figaro Immobilier, Figaro Immobilier Neuf et Propriété Le Figaro. Et aujourd'hui, à l'heure de l'IA, aujourd'hui c'est plus un buzzword, on sait que c'est vraiment un changement qui est ancré, qui est acté. Nous on le vit vraiment comme une transformation aussi impactante qu'Internet, et voire même que le changement de device avec l'apparition du mobile il y a quelques années maintenant. Et ça pose beaucoup de nouveaux enjeux avec la perception de nos utilisateurs selon nos marques, ce qu'ils attendent de nous, comment ils nous cherchent, comment ils nous trouvent en tant que portail. Mais ça se pose pour aussi toutes les agences immobilières ou tous les professionnels aujourd'hui qui ont un site internet. Donc sur ce premier point, je voulais vous dire pour nous d'abord, c'est la révolution des usages. Google, pour information, c'est à peu près 3,3 mots-clés qui sont tapés lors d'une recherche Google et on clique pour trouver une source d'information. Aujourd'hui, sur ChatGPT, tout prompt confondu, d'accord, c'est 85 mots-clés dans chaque prompt. Ok, on en voit plein de choses dedans, mais la différence, elle est dans « je lis pour comprendre ma réponse ». Donc, c'est plus une recherche par mots-clés, mais c'est une recherche par intention, ce qui change diamétralement la fonction du search aujourd'hui. Et en plus de ça, on a un retour du vocal, ou un retour en tout cas du vocal performant, comme il aurait dû être, parce que l'intelligence artificielle sous la forme des LLM, comme ChatGPT ou Perplexity aujourd'hui, elle est naturellement conversationnelle. Et ça change beaucoup les échanges qu'on a aujourd'hui et qui vont beaucoup changer encore dans les années à venir.
Ensuite, alors, donc ça c'est la recherche. C'est vrai qu'on est plus dans un mode de conversation, effectivement, que de recherche de liens. C'est plus du tout pareil. C'est plus Et non. la même histoire. Et c'est exactement ça. Par exemple, on a un cas concret, c'est un bailleur de journée, donc une visite internet, un parcours client qui est beaucoup plus court. Alors pour sortir de l'immobilier, j'ai pris deux exemples à date. Un moteur de recherche classique, quand on va taper pour rechercher une magnifique paire de chaussures, des Air Force en taille 44 blanches. Aujourd'hui, quand je tape dans un lien Google, dans Google, j'ai plusieurs liens, j'ai plusieurs sites qui sont proposés avec des promotions, j'ai des résultats sponsorisés. En vrai, c'est une charge mentale d'aller chercher l'info et le bon site pour aller acheter. Dans les LLM, aujourd'hui, au général, je tape ma requête, il m'envoie déjà, regarde, tu peux acheter là, et en plus, il va m'aider à comprendre pourquoi je veux mon besoin. Quelle taille, pourquoi, fais attention à la pointure, dans quel usage. En fait, il va venir approfondir ma demande, ce qui est très différent. Et encore plus, demain, il y a la recherche agentique qui est déjà en place dans quelques outils. Typiquement, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le navigateur que propose Perplexity, qui s'appelle Comet. Il permet de confier une tâche à un agent. Achète-moi des Air Force Max en taille 44 blanche. Je reviens 20 minutes après, il les a achetés. Je suis intervenu pour dire j'ai validé le paiement, peut-être. Mais je veux dire, on est confronté à ce web demain où je donne une tâche. Et après, ça se passe sans nous. D'où les acteurs du web aujourd'hui. Enfin, sans nous. En tout cas, ça se passe où on intervient de manière très différente. Donc, le parcours est vraiment très différent. Alors, Pierre, est-ce que Google est menacé? Parce que c'est vrai que ChatGPT, ne serait-ce que ce qu'on l'évoquait tout à l'heure, 2,5 milliards de demandes par jour, 29 000 requêtes par seconde. Donc, on se dit, bon, Google, il va prendre cher. Mais en fait, non. C'est pas vraiment ça. En fait, c'est plus nuancé. Exactement. Alors, Google menacé... C'est un grand mot. Oui, il est menacé. C'est la première fois que Google perd des parts de marché sur le search en 2025. Ça, c'est acté. OK. Maintenant, il représente quand même encore 91% de parts de marché en France, 95% aux États-Unis. Aujourd'hui, Google pèse encore 14 fois plus que tous les LLM, que seul l'usage des LLM de ChatGPT, pardon. Mais donc, Google est menacé. Oui, mais on va voir, non seulement il sait s'adapter, mais on n'est pas tant sur une menace existentielle que sur une coexistence du modèle à date. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une étude, je vous ai mis une brève capture d'écran en violet. Avant l'apparition de ChatGPT, on faisait à peu près 10,5 recherches moyennes par jour. D'accord ? Avec l'apparition de ChatGPT, non seulement on utilise donc l'IA en général, donc là, 5 fois par jour, mais en plus de ça, on est monté à 12,6 en moyenne. Donc on a un modèle qui est combinatoire en disant l'usage des IA ne tend pas à faire disparaître l'utilisation de la recherche Google classique. Et à la fois de la coexistence, je termine sur ce point, il y a la fragmentation par contre des usages qui est très important et à noter. On a un cas frappant, c'est le cas des Gen Z en fait, très simplement. Aujourd'hui, à date, ils ont déjà 40% de leur recherche internet qui commence sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais commencer ma recherche sur un TikTok. Si le restaurant n'existe pas sur TikTok, il n'existe pas dans la réalité. Je vulgarise énormément, mais on est sur ces nouveaux parcours, ces nouvelles générations. Et il faut noter que dans ChatGPT, 66% des utilisateurs sont des Gen Z. Donc si demain on veut s'adresser à la jeunesse, aux générations qui vont construire demain, ça doit passer, en tout cas, par ces nouvelles façons de rechercher. Mais ChatGPT va quand même continuer à alimenter Google de toute façon, avec ne serait-ce que les liens dans un premier temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'effondrement. Mais est-ce que c'est la fin de la recherche classique ? Non, c'est pas la fin de la recherche classique, mais il y a des projections qui font un peu peur. Là, sous vos yeux, vous avez une étude de SEMrush, qui est quand même un média assez important dans le SEO. Voilà. Il projette, là, la courbe bleue, vous voyez, c'est le traditionnel recherche organique sur Google. Ils tablent sur un 2028 où il y a un basculement de cette recherche organique avec la façon de rechercher dans les LLM en général, et donc incluant les services de Google. Mais donc on a une inversion, si elle n'est pas en 2028, elle sera en 2029. Mais je veux dire, globalement, on a connu 25 ans de search là, qui n'ont pas bougé, globalement, pardon, excusez-moi. Mais on est vraiment dans les 3-4 ans grand maximum à venir, un changement de paradigme global de l'usage. Et ça pose des vraies questions pour tous les acteurs du marché. Le fond de jeu. Ce que tu appelles le fond de jeu. Ce que j'appelle le fond de jeu, juste ça, c'est pour que tout le monde sache aujourd'hui, quand on parle de LLM ou voilà, aujourd'hui on va vraiment travailler avec trois propos différents, trois façons d'aller requêter dans l'IA. Un, on va demander à des LLM type ChatGPT, Perplexity, peu importe. C'est quoi la date de la bataille de Marignan, 1515. Je l'ai dans ma base de connaissances. J'ai pas besoin d'appeler des outils externes. Je te la rends. Moi, c'est mon dataset d'entraînement. Pas de sujet. Et ils hallucinent de moins en moins et ils hallucineront de moins en moins. Donc super. Deuxième propos, je demande les prix immobiliers de novembre à Paris. Ok.
Bah là, il sait qu'il ne l'a pas dans son dataset, c'est actuel. Donc là, on lui a donné accès à des outils, notamment au search, via Google, via Bing, via des propres search internes. Perplexity a sorti son propre moteur de recherche, où il vient ranker lui-même ses sources. Donc là, il fait un peu sa tambouille, il l'appelle quand il veut. Enfin, les LLM aujourd'hui, c'est une boîte noire. Hein. Ils appellent ces outils quand ils veulent et ils restituent ce qu'ils veulent. Ça, on a encore peu de vision. Enfin, je vous en donnerai un petit peu après. Et le troisième acteur, non des moindres, Google, monopole quasi absolu sur le search, en tout cas chez nous, bah, ils sont mis au diapason. Ils ont sorti beaucoup de solutions. Aujourd'hui, ils ont sorti leur propre LLM, donc Gemini, qui fonctionne bien avec toute la suite. On a leur recherche classique via le Google que vous voyez, le petit logo. Et on a deux nouvelles choses. l'AI Overview, qui n'est pas si nouvelle outre-Atlantique, mais qui arrive en France en fin 2025. AI Overview, c'est un entre-deux entre une recherche Google, j'ai des liens, mais en haut de ma recherche va avoir une restitution de ma première recherche, comme une réponse synthétisée des liens qui y a en dessous. Et enfin, j'ai le AI Mode. AI Mode, là, c'est encore un peu flou, hein, désolé, leur galaxie est vaste. C'est Gemini mis dans un moteur de recherche. Et ça ne fait que du search, mais c'est une interface de conversationnel. Donc voilà un peu le fond de jeu aujourd'hui en se disant, la réalité, elle est celle-ci. Qu'est-ce que ça va impliquer pour nous ? Et donc voilà. Donc c'est l'ère du zéro clic, peut-être ? Voilà, ça c'est ce qui nous fait vraiment peur. Enfin, peur. En tout cas, on n'est pas prêt encore, parce qu'aujourd'hui, en plus, Média Figaro, je veux dire, globalement, on vit avec de l'audience. Aujourd'hui, si on a des modèles qui sont sur un AI mode conversationnel ou un chat GPT qui sont conversationnels, hein, on a des sessions qui sont zéro clic de l'ordre de 95%. Donc là, je veux dire, il n'y a plus de trafic Internet dans les LLM. Ils nous répondent, on ne va plus constituer de site Internet. C'est la réalité des faits. Quand on a des modèles mixtes, à l'AI Overview, que je vous disais juste avant, en disant l'AI Overview, c'est une réponse entre les deux. J'ai des liens Google et j'ai une réponse. On prend quand même 10% de sessions zéro clic par rapport à une recherche classique. C'est pas négligeable. Sachant que l'autre stat qui fait peur, c'est que dans AI Overview, c'est pas, hein, c'est SEMrush encore qui sort ce chiffre, c'est moins 35% de clics sur le premier lien en bleu de Google. Donc même le premier en SEO, il prend moins 35% de clics sur son premier lien. Donc je veux dire, quand aujourd'hui la bataille était vraiment de se dire, je dois être, pardon, excusez-moi, je cherche mon propos, je cherche mon mot, mais quand je devais être le premier lien, aujourd'hui, je ne dois pas être le premier lien. Je dois être la personne citée, sourcée, de confiance. Et il n'y en a pas beaucoup. Et on va voir que les appelés sont nombreux, les élus, il y en a beaucoup moins. Donc, alors justement, donc, une marque connue, reconnue, populaire, ça va avoir de plus en plus d'importance. Ça l'a déjà, mais ça va s'amplifier. Exactement. En gros, aujourd'hui, on va avoir un bouleversement. Alors, GEO et SEO. SEO, pour ceux qui ne connaissent pas, sont pas forcément familiers avec le terme, c'est le référencement dans les moteurs de recherche. Donc, comment je me référencie dans Bing, dans Google, et que je mets mes liens en avant par rapport aux autres. Voilà. Et maintenant, on a le GEO, Generative Engine Optimization, où là, c'est comment j'optimise mon contenu. Et on va voir que la stratégie est très différente quand même du SEO pour que l'IA, je remonte dans ses résultats. Et pour ça, il y a deux KPI pour avoir ça, enfin deux KPI, vraiment deux indicateurs pour voir sa notoriété. Un, être mentionné. On parlait de prix tout à l'heure. Si quand les prix, il me dit, Figaro Immobilier vous dit que le prix c'est 10 000 € du mètre à Paris, ok, je suis mentionné. Et après, je suis dans les sources. C'est-à-dire que là, il va consulter un bon nombre de sources dans un cas où il va aller chercher Internet, mais il ne va pas parler de tout le monde. Donc, être mentionné, c'est que ta marque est populaire. Être utilisé comme source, c'est qu'on fait autorité sur le sujet. Et les marques qui sont dans les deux cas, aujourd'hui, c'est à peu près 15% seulement qui sont sourcées et mentionnées. C'est peu. Alors, on n'a pas beaucoup de recul encore, mais il y a déjà des premières lignes qui se dégagent, des premiers constats. Exactement. Alors, c'est là où je vais vous vendre ma tambouille, déjà. Nous, on a, alors ça, ce que vous voyez, le petit graphique qui est ici, c'est un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle ImoGeo, et je vous invite à aller consulter sur le centre Figaro Immobilier. En gros, c'est pour regarder sa visibilité sur les LLM. Alors, assez simplement, on a fait jouer un ensemble de prompts, des milliers de fois, agence immobilière, plus un ensemble de villes sélectionnées, d'accord ? Et on les a joués des milliers de fois, et dedans, on a analysé les retours, et on les a dit, là, du coup, il y a tant de fois Orpi, tant de fois La Forêt, tant de fois machin, et où ressortent, quand, etc. Ça, c'est le graphique pour un des acteurs, dont je mentionnerai pas le nom. Et on apprend deux choses déjà là. On apprend que c'est extrêmement variable d'un jour à l'autre. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, on a fait le même jeu le 30 octobre que le 1er novembre, ce que vous avez là. Donc un jour, il s'est dit, en vrai, je vais citer 3 fois moins, je vais sourcer 3 fois moins la marque que 3 jours plus tard. Pourquoi ? Dans le même outil.
d'accord ? Et du coup, je vais non seulement le sourcer moins, mais je vais du coup le citer moins. Et donc, on a déjà une grande variabilité des résultats au sein d'un même acteur, avec les mêmes questions, d'un jour à l'autre. Parce que c'est des modèles auto-entreprenants, parce qu'aujourd'hui, c'est des boîtes noires, et chacun a sa recette maison qu'ils optimisent en permanence. Donc, on peut faire une photographie à date, mais rien ne nous dit, aujourd'hui en tout cas, que notre visibilité à date, ce sera la même demain. Et c'est pour ça qu'on a potentiellement des chantiers techniques et à la fois stratégiques pour pouvoir être plus présent dans les LLM. C'est ce qu'on appelle le GEO, justement, où je viendrai juste après. Alors, quelles sont les actions à mettre en place ? Et bien, très simple. Comment devient-on agent ready ? En gros, agent ready, nous, on appelle ça, c'est comment je suis le mieux référencé dans tous les modèles, dans tous les LLM. 1, faire son bilan. Alors nous, on a développé une solution. Il y a peut-être d'autres acteurs. N'hésitez pas à venir nous voir, on pourra en parler. C'est encore très frais. Monitorer ses positions dans les LLM, c'est quand même quelque chose d'encore assez anodin. Et après, on a deux choses. Les actions qui sont on-site. Ce qu'on appelle on-site, ça veut dire devenir lisible par les LLM. D'accord ? Pour ça, il faut être autorisé leurs robots, parce qu'ils ont des robots comme Google qui viennent crawler nos sites. D'accord ? Donc, il faut autoriser ces robots. S'ils ne peuvent pas venir chez nous, ils ne vont pas référencer notre contenu. Ça paraît relativement logique, mais encore faut-il pouvoir le faire et le monitorer. 2, il faut pré-mâcher la donnée pour les LLM. Il faut ajouter énormément de données structurées. C'est des choses qu'on faisait déjà dans le SEO, mais encore plus. Il ne faut pas qu'un LLM, par exemple, en consultant une annonce immobilière, il aille se dire « Est-ce que ça, c'est un prix ? Est-ce que ça, c'est un numéro d'agent ?» Et voilà, il faut lui dire non, dans des données structurées, notamment il y a des formats attendus, le JSON-LD, il y en a plein, mais c'est de se dire price, c'est ça, la surface, c'est ça. Lui pré-mâcher le travail pour qu'il ait l'information la plus qualitative rapidement. Ensuite, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est créer du contenu micro-intentionniste. Donc alors, là, c'est-à-dire micro-intentionniste. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? En fait, avant, on pensait mots-clés. Maintenant, on va penser intention de recherche. On va se dire pourquoi cette annonce qui est, je ne sais pas, je viens de Compiègne. Pourquoi à Compiègne, une annonce, quelqu'un recherchera à acheter à Compiègne, si en plus on le localise ailleurs ? Est-ce que c'est parce qu'il va acheter une maison de campagne ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une bonne éducation ? Il se renseigne sur la ville ? Et du coup, c'est déceler ces micro-intentions pour écrire du contenu dessus et ensuite pouvoir dire au LLM, en vrai, je vais pouvoir me positionner avec ma page Compiègne. S'il y a quelqu'un qui veut aller dans la nature, il aime bien marcher chez moi, la chasse, la forêt, les choses comme ça. Du coup, on répond à ces micro-intentions sur du contenu généré spécifiquement pour ça. C'est encore différent. Donc on adosse du contenu éditorial déjà autour de l'annonce. On contextualise, on peut rajouter des données socio-économiques ou autres. Ça peut aller très loin. Ça peut aller extrêmement loin. Et c'est là où en fait c'est un peu un puits sans fond. Je pense qu'il y aura un modèle d'entreprise ou en tout cas un modèle à développer. Aujourd'hui, on ne sait pas trouver. Si quelqu'un là, je suis extrêmement preneur de déceler les intentions en fonction du type de page sur lesquelles je suis. Parce que on parle vraiment de micro-intentions. Évidemment, je suis sur une page d'une annonce immobilière d'une maison, je cherche à acheter une maison. Ok, jusque-là, facile. Voilà. Par contre, derrière, comment je prends ça et je le traduis en micro-intention ? Parce que je vois qu'il y a un jardin, une piscine, peut-être un jacuzzi. C'est un 5 pièces, du coup, c'est peut-être pour une famille. Du coup, si c'est pour une famille, je vais peut-être pas écrire la même chose que si c'est un studio à Paris pour un étudiant. Donc, en fait, on vient vraiment faire encore, c'est un cas, mais il est très à la marge, mais on vient vraiment écrire du contenu micro-intentionniste et c'est un cas très important. Et je termine sur le dernier point, on-site, c'est le géotechnique. Alors là, c'est des sujets qui sont encore très flous, comme il y a des, je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais comme des fichiers, le llm.txt, c'est un fichier à mettre à la racine de son site qui est censé faciliter l'accès au LLM de passer sur le site. C'est pas un modèle reconnu, mais Anthropic, qui est la boîte qui fait Claude, quand même, un des gros LLM du marché, l'a mis en place. Donc, très bien. Est-ce que du coup, on le fait ou pas ? Personne ne le reconnaît, mais ils l'ont fait. Bon. On fait quoi avec ça ? Est-ce qu'on développe un MCP ? Un MCP, c'est tout bêtement, on devient une boîte à outils pour les LLM. Est-ce que c'est un modèle de demain ? Est-ce qu'on le fait ? Est-ce que c'est coûteux ? Il faut apprendre à le faire. En fait, aujourd'hui, il y a encore pas mal d'inconnus. C'est une boîte à outils, il faut savoir prendre ce qu'il faut, en laisser de côté, parce qu'on ne sait pas, on y reviendra après, mais on ne sait pas le modèle de demain. Non, mais justement, quels sont à la fois, peut-être pour toi, ton sentiment sur les certitudes et la zone d'incertitude ? Alors, justement, je fais le parallèle avec ce qui est à droite, l'action off-site. Ce qui va changer, si vous voyez, alors désolé, c'est peu lisible d'ici, mais en fait, la différence entre le SEO, on essayait de placer un lien dans un article, d'accord ? En gros, du netlinking, je vais vulgariser, mais on avait une proposition sur l'encre, mais ça s'arrêtait là. La marque, elle était peu engagée là-dedans. Aujourd'hui, un article optimisé pour le GEO,
à droite là. Je dis merci à notre agence d'ailleurs de SEO parce que je leur ai piqué la slide. Le titre de l'article, c'est 5 tables bases dénichées chez But pour sublimer votre salon. C'est But, ils font des tables basses, ça va dans le salon. C'est hyper bête, mais c'est ça, contextualisé. Et aujourd'hui, ça, c'est pas pris en compte, très peu dans le SEO, et c'est la façon qu'il faut, il faut vraiment faire le géo aujourd'hui. Donc c'est mettre en avant la marque, son offre, et les deux mots-clés, c'est co-occurrence. Donc co-occurrence, ça veut dire vraiment j'ai mon offre qui est autour de ma marque, et co-citation, il y a par exemple tous les grands portails, et j'ai des agents immobiliers experts qui parlent de ma marque. Donc encore une fois, une notoriété. Donc voilà. L'IA, partenaire donc de Figaro Immobilier, donc tu souhaites nous parler notamment, on va en parler de Cléa. Oui, tout à fait. Alors, je passe un petit peu sur l'incertitude, parce qu'on en a déjà un peu parlé. Ça évolue constamment. Le modèle économique des IA, écoutez, très simplement, aujourd'hui, ils n'en ont pas. C'est pas rentable, ça coûte cher. Qu'est-ce que ce sera dans 10 ans? Qui va rester là? Avec quel modèle? C'est très bien de lancer des développements et de dire que ça va changer le monde, mais si demain, en fait, un abonnement à 30 € pour n'importe qui, c'est pas le modèle de demain, c'est un abonnement à 500 € parce qu'en fait, on se rend compte que ça coûte trop cher, il n'y aura plus personne sur les LLM. Donc, miser le plus important, c'est l'usage, en fait. C'est ça qui va déterminer, en fait, la suite. C'est ça. Aujourd'hui, c'est quand même un puissant fond, très important. On arrive tous à jouer avec. Je ne sais pas si ce sera le cas encore dans 5 ans. Et là-dessus, du coup, je passe, mais notre... Ah, il y a une petite vidéo, normalement. Voilà, j'essaye. Oui, magnifique. Une de nos réponses, en tout cas, c'est Cléa. Cléa, aujourd'hui, nous, c'est pour nous le meilleur des deux mondes. C'est le premier... Enfin, en tout cas, c'est un agent IA partenaire de votre projet immobilier. L'idée, c'est que Cléa va pouvoir combiner à la fois la puissance de l'IA. On travaille avec les LLM du marché, des Claude, des ChatGPT, voilà. On bénéficie de leur puissance de calcul, de leur finesse de compréhension de leurs intentions. Et à côté de ça, par contre, on maîtrise 100% la donnée. C'est-à-dire qu'on les a entraînés sur que de la donnée qui sont Figaro Immobilier, propriété Figaro, Figaro Immo 9, pour avoir une maîtrise de la donnée, tant des prix, des annonces, des articles, des actus, pas d'hallucination, un parcours 100%. Je ne sais pas si je clique, ça va laisser la vidéo. Non, je ne vais pas la lancer du coup. C'est pas grave. Vous pouvez la découvrir sur le stand Figaro Immobilier. Mais l'idée, c'est vraiment d'imaginer un agent conversationnel qui va vous aider dans votre projet. Vous vous dites, mais c'est quoi le marché à Nantes? Ok, ça va vous donner des graphiques avec les prix. Et puis ensuite, ok, donne-moi les appartements 2 pièces. Mais est-ce que c'est bon moment d'acheter? Et du coup, vous avez des annonces. Et on est sûr de la donnée. On la maîtrise 100% parce que c'est un troisième acteur du marché qui vous propose cette donnée aujourd'hui. Et donc, nous, c'est une des réponses qui serait pour nous, pour tous les pure players, et avec, on va dire, un spectre assez large de prise de parole, comme on peut l'être sur Figaro, aux médias, à la fois sur les prix, sur les annonces et sur l'édito. Voilà, j'ai pas touché. Ah, c'est bon, pardon, c'est le retour. Et donc, c'est pour les pure players, pour nous, c'est en tout cas un angle qui serait complètement à prendre, c'est de créer ses propres modèles où on est certain que la donnée elle est propriétaire, qu'il n'y a pas d'hallucination. Donc je vous invite à découvrir cette innovation sur notre stand. Merci beaucoup, Pierre Lemaire. Merci infiniment. On va passer à toi, Romain, chef de projet IA. Et depuis 1 an, tu travailles avec toute l'équipe sur le développement d'agents IA pour justement proposer, développer du contenu. Il y a beaucoup de boulot. Concrètement, Est-ce qu'on peut le montrer? Est-ce que ça va marcher déjà? Oui, alors, du coup, pour rebondir un peu sur ce que disait Pierre tout à l'heure, comme les équipes de Figaro Immo ont développé Cléa pour répondre aux internautes dans leur projet immobilier, nous, on a développé depuis... on n'a pas développé, on travaille depuis plus d'1 an et demi maintenant à développer des agents qui sont des agents pour pouvoir construire, faire de la génération de contenu pour les agents, pour les promoteurs, pour tous les professionnels de l'immobilier. Le but du jeu, c'est vraiment de minimiser les entrées. Donc voilà, j'ai besoin d'un nom de programme qui fonctionne très bien ici. J'ai que 4 images du bien, mais j'ai envie d'avoir une vidéo super sympa. Je peux pas aller me déplacer pour faire visiter le bien, mais j'ai besoin d'une vidéo incarnée pour TikTok. Donc on a fait des essais sur plein de modèles. On a fait des essais aussi multimodèles. Et aujourd'hui, ce qu'on présente, donc on a lancé une solution hier, qui permet en effet de faire ce genre de choses. Et du coup, ce que je te propose, c'est qu'on lui laisse la parole. Allons-y.
Bonjour Olivier, merci pour l'invite. En effet, je suis l'avatar de Romain et c'est assez pratique. C'est cool, non ? Chez Figaro Classifieds, on teste pas mal de trucs pour nos clients, des images, des vidéos, du texte. Nos clients agents IMO pourront faire visiter des biens, incarner des visites, sans avoir besoin d'une journée de tournage, en quelques minutes, avec une seule photo. Je vous laisse la parole. Très beau plateau, Olivier. À plus tard. Ça, c'est Thalia, bravo, hein. Merci beaucoup et bravo. Alors, expliquez un peu les coulisses déjà, cette boîte à outils, comment ça a été mis en place, qu'est-ce qu'il a fallu développer, Romain? Alors, du coup, on a mis en place 2 choses. La première partie, c'est Thalia Cloud. Du coup, c'est vraiment une énorme API qui permet à tous les professionnels de l'immobilier, à toutes les entreprises, à tous ceux qui ont des besoins spécifiques en agent IA, de venir trouver chez nous la possibilité de confectionner des workflows et de travailler avec eux sur une requête simple et une réponse. Donc ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, ça peut être de l'amélioration de l'upscale, enfin ça peut être tout un tas de choses. C'est des choses qu'on peut complètement imaginer. Donc ça c'est un moteur qui est chez nous et qui nous permet de développer des agents pour nos clients, pour nos partenaires, pour les entreprises. Et à côté de ça, on a développé une interface, un site internet, un e-commerce, on va dire, qui est sur le modèle de freemium, qui s'appelle Thalia, qui est aujourd'hui en bêta sur tools.plan3d.imo. Faut pas hésiter à venir sur notre site et sur le stand pour qu'on vous montre la démo. Donc ça s'appelle Thalia, c'est du coup une boîte à outils, une boîte à agents. Et là, sur ce site-là, vous aurez directement l'accès aux agents qui sont gratuits. Donc, il y a des petits agents hyper simples pour faire de la génération de QR code, pour faire de la génération de logos, de noms, de textes, etc. Puis, il y a des agents un peu plus complexes. Celui que je vous ai montré juste avant, ça vient de la plateforme. C'est une génération d'avatars. Donc là, j'ai cumulé plusieurs générations d'avatars. On traite aussi, on fait des gestions de publicité. On peut faire du 16-9e, du 9-16e. On peut mettre les gens dans des vidéos, les gens dans des photos, animer tout ça, faire le texte que vous voulez. On peut cloner vos voix, on peut vous faire dire ce que vous avez envie de dire, faire du podcasting, etc. Donc vraiment, c'est vraiment le principe. Tout le champ des possibles. Voilà. Et quand on va sur Thalia, est-ce qu'on peut prendre et faire quelque chose concrètement, directement, comme cette boîte à outils que l'on prend, ou il faut passer par les services? Non, là, l'inscription est gratuite. Si vous inscrivez pendant le Salon Rennes, vous avez 150 crédits d'offert pour tester tous les outils. Il y en a qui resteront tout le temps gratuits. Notre objectif, c'est vraiment de faire une plateforme où les agents IMO, les professionnels de l'immobilier, les responsables marketing puissent trouver des outils qui leur facilitent la vie, qui leur font gagner du temps. Et on sait qu'en ce moment, ils en ont besoin de temps. Et du coup, c'est la possibilité, en fait, et puis surtout de nous faire vos retours pour savoir si vous avez besoin d'autres choses, des outils spécifiques. On a mis aussi des petites easter eggs, comme on dit dans le jargon technique. On a travaillé avec les équipes des filles, avec les Elasticsearch du système, pour pouvoir proposer de l'analyse d'annonces sur une zone spécifique. Il y a plein d'outils. Je vous invite à aller voir sur notre site, donc tools.plan3d.imo, c'est Thalia, du coup. Et donc c'est disponible depuis hier et on le fait évoluer en permanence jusqu'à... Et juste pour avoir une idée, combien de temps ça prend? Là, on t'a vu, on a vu l'avatar devant le château, devant la piscine et tout ça. Ça prend combien de temps tout ça pour Alors, monter? Ça varie parce qu'évidemment, il y a un temps de traitement qui est lié au contrôle des images, parce que imaginez bien qu'on ne vous laissera pas faire mettre ce que vous voulez sur la plateforme. Pas de politique. Voilà, il y a des choses qui sont... on fait quand même un peu de vérification. Donc le but du jeu, c'est que ça reste un espace professionnel. Donc il y a des vérifications. Puis après, nous, on fait appel à des modèles. Et les modèles, ils mettent du temps à générer une vidéo. Ouais. Donc il faut compter globalement en 2-3 minutes pour un logo, 20 secondes pour la génération d'un QR code. Bon là, il n'y a rien de nouveau sur le QR code, mais sur une vidéo, par exemple, comme celle-ci, ça peut prendre entre 5 et 20 minutes pour un plan. Après, quand on fait des vidéos montées complètement... Oui, en totalité. Ça peut prendre une petite heure. D'accord. Mais c'est pour ça que c'est vraiment un outil où on peut travailler avec. C'est une plateforme où vous venez, vous posez vos 2-3 images, vos intentions. C'est vraiment exactement comme tu disais tout à l'heure. C'est
Vous avez une intention de faire quelque chose, vous venez avec votre intention, vous utilisez l'outil, ça vous donne le résultat. Et là-dessus, vous pouvez le récupérer. Et puis, si vous avez envie, vous en recréez un, vous itérez, vous faites évoluer votre intention de départ. Ça, tu penses que c'est le sens de l'histoire? C'est pas pour l'instant gadget et tout ça. On va vraiment de plus en plus aller vers ça. Ouais, pour moi, s'il y a bien un truc qui va rester sur l'IA, c'est vraiment la notion d'agents qui vont pouvoir faire des choses que nous, on ne sait pas forcément faire. En fait, c'est vraiment j'ai besoin de faire ça. J'ai pas les compétences pour le faire. Je sais que c'est possible. Est-ce qu'il y a un agent qui est capable de me le faire? Voilà. Donc c'est un gain de temps aussi énorme. C'est un gain de temps, c'est un résultat qui est de meilleure qualité que si on l'avait fait soi-même. Donc valeur ajoutée. De la valeur ajoutée. Et puis ça permet de faire des choses qu'on n'avait pas pensé possibles. On peut aller jusqu'où comme ça si tu te projettes dans 5 ans? Comment tu imagines? Là, pour l'instant... bon, c'est déjà bien, non? Oui, voilà, il y a tout le champ de tout ce qui va être la 3D et tout ce qui est la partie... l'immersion va être encore plus forte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est limité sur les modèles, on en parlait tout à l'heure de Sora, de VO, etc., qui ont des limites techniques sur les 8 secondes de production, sur la voix. Donc nous, nos agents, ils pallient à ça. Hein. C'est ma vraie voix, vous l'avez entendu. Vous pouvez mettre votre vraie voix, vous pouvez mettre votre vrai vous. Et pourquoi c'est un agent? Tout simplement parce qu'en fait, c'est pas au logiciel de Google ou au logiciel de Meta qu'on va demander de faire l'assemblage. C'est nous qui allons travailler. On a monté des agents, hein, j'insiste bien là-dessus, c'est vraiment, on a fabriqué une usine à agents qui nous permettent de travailler les images qu'on va donner à des modèles. Ensuite, on va travailler le son avec un autre modèle. On va assembler, vérifier, faire le lip sync et on va vous redonner une vidéo. C'est ce genre de choses. Donc, il y a tout un travail dessus et au fur et à mesure, on va simplifier parce que les modèles vont être capables de le faire nativement. Ouais. Ça va être plus long, on sera plus limité par 8 secondes et surtout, on va plus perdre. Aujourd'hui, tous ceux qui travaillent beaucoup avec l'IA le savent, le contexte, c'est une tannée. Le contexte qui se perd. On demande à une IA de travailler sur un contenu. Au bout de 5 minutes, il ne sait plus de quoi on parle. Il part sur autre chose. Si on lui demande de faire une vidéo avec quelqu'un, au bout de 5 minutes, la personne ne ressemble plus à rien. C'est plus la même personne. Donc cette notion de contexte, il faut que ça tienne en fait. Si on veut faire 3 plans avec la même personne, donc là on a la maîtrise. Voilà. En fait. Donc je pense que c'est vraiment là-dessus que ça va évoluer dans les prochains mois et dans les prochaines années. Merci beaucoup Romain. Et donc le rendez-vous est pris pour Figaro Immobilier ainsi qu'avec Pierre. On va voir Jules Brablet, data journaliste au Figaro, pour là une enquête un peu exclusive. Question qu'on peut se poser aussi, comment évoluent les prix de l'immobilier par rapport à tout ce qui est sujet climatique, catastrophe naturelle? Est-ce qu'on a des bases de données? Est-ce qu'on a de la data? Comment évoluent les prix? Et Jules, tu vas nous parler de cette enquête qui a été menée sur 700 communes. Ouais, c'est ça. Donc, bonjour à tous. Un sujet un peu plus data. Donc au sein du Fig Data, on mobilise pas mal de sources de données différentes pour faire tout un tas d'études. Et là, en l'occurrence, donc sur l'immobilier, on s'est demandé, notamment dans le contexte du réchauffement climatique, le rapport du GIEC prévoyait 1,5 degré de réchauffement à l'horizon 2030, tout le monde l'a en tête. Et donc il y a un enjeu d'impact sur les prix immobiliers. Ce qu'on a regardé, c'est l'historique des catastrophes naturelles en France. Donc Géorisque, qui est un service proposé par l'État, recense 250 000 catastrophes naturelles depuis 1980, donc depuis que c'est enregistré en fait. Donc nous, on a regardé les catastrophes, on s'est focalisé sur un créneau de 10 ans, donc depuis 2015. Là, on tombe à 40 000 catastrophes naturelles. Donc ça reste, ça reste assez conséquent. L'année 2024 fut quand même assez marquée. Donc on recense environ 3500 communes, cette fois-ci pas catastrophes naturelles, mais communes qui ont été touchées en 2024. Donc on pense notamment aux cyclones à Mayotte, ce genre de choses.
Et donc au niveau de, donc voilà les principales, donc là on a un panorama en fait de non ouais c'est bon. Donc là on a un peut voir les prix aussi. Hein. Ouais c'est ça, les prix on y arrive. Si on superpose les deux cartes, ouais. Voilà. Donc, on a envie de superposer les cartes des catastrophes naturelles récentes et l'évolution du prix immobilier dans chaque département. Et donc, on voit pas trop de lien là, a priori. Voilà, on voit que la Bretagne a très fortement augmenté avec plus de 70% d'augmentation sur 10 ans dans le Finistère. Mais à l'inverse, les principales catastrophes naturelles ont lieu dans le nord avec beaucoup d'inondations. Et donc ouais, là on pourrait se dire la Bretagne, il y a peu de catastrophes naturelles, finalement c'est là où le prix a plus augmenté. Donc on a essayé de voir des choses. Ouais. Allez. Donc pour décrire un peu plus la typologie des catastrophes naturelles, donc il y a quand même eu un changement avec une montée évidemment de la sécheresse, de la prévalence de la sécheresse, où là on passe à 50% des catastrophes naturelles qui sont dues à des causes de sécheresse, donc qui font l'objet vraiment d'une publication au journal officiel par les organismes agréés pour qualifier ces catastrophes naturelles. Et donc en deuxième, on a effectivement des inondations qui arrivent en deuxième place. Ouais, merci. Et donc là, on parle de surperformance. Ouais, c'est ça. Donc on a voulu voir l'évolution des prix par commune pour voir si les communes qui étaient très touchées par des catastrophes naturelles avaient une évolution de prix qui était sensiblement plus marquée. Donc en fait là on parle bien de corrélation et pas de causalité, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. De voir si l'augmentation de prix avait été plus marquée ou la diminution de prix avait été plus marquée par rapport à leur département ou pas. Et en fait là, si on s'intéresse du coup aux deux causes principales de catastrophes naturelles qui sont les inondations et la sécheresse, qui touchent environ 10 000 communes, eh bien en fait c'est un peu l'inverse. Moi je veux dire, si on a des inondations, on voit que quand il n'y a pas de risque, on surperforme un petit peu plus en termes de prix. Donc on a 42%, c'est-à-dire que 42% des communes qui ne sont pas touchées par des inondations ont un écart de prix supérieur à l'évolution du département. Et lorsqu'on regarde les communes qui ont été touchées par des inondations cette fois-ci, on est à 41%, et c'est l'inverse pour la sécheresse. Là, on est à 42% d'augmentation de prix. On a 42% de communes qui ont surperformé par rapport au département en termes de prix. Et donc, Jules, on va voir en fait les résultats, c'est ça, dans le Figaro en ligne. Oui, c'est ça. Il y aura un tableau commune par commune. Commune par commune, à partir de quand ? Ouais. D'ici. Il n'y a pas de date officielle, mais je pense que ça sera d'ici la semaine prochaine. Donc on ne sait pas qui est... Il n'y a pas de trio de tête ou il n'y a pas Il y a un tableau, voilà. Donc là, vous aurez le tableau complet, bien sûr, sur le site du Figaro Immobilier. Là, j'ai mis les 10 communes les plus touchées. Et donc, on voit que c'est Nice qui est la commune la plus touchée en France par des catastrophes naturelles. Donc déjà, premier point, 18 catastrophes en 10 ans. Mais elle a aussi surperformé par rapport à son département en termes d'augmentation de prix. Bien sûr, l'effet est à nuancer avec l'attractivité globale de Nice et sa taille. C'est une ville attractive. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Voilà. Merci beaucoup. On va terminer. Conclusion très importante, notamment Pierre et Romain. Les enjeux pour toi, Romain, côté utilisateur et côté professionnel. Pour toi, si tu devais synthétiser. Alors les enjeux de l'IA, je pense que l'enjeu le plus simple, c'est que il y a ceux qui vont l'utiliser et ceux qui vont pas l'utiliser en fait. C'est comme Internet aujourd'hui. Est-ce qu'il y a le choix ? Voilà, c'est obligatoire désormais de l'utiliser, ne serait-ce que pour comprendre comment ça fonctionne et voir quelles sont les opportunités qui s'adressent à moi avec l'IA. Et donc, d'un point de vue utilisateur, évidemment, tester notre site. Donc, voilà, ça vous donnera déjà une idée de ce qui est possible de faire. Et je pense que pour les gens il faut
ton introduction était hyper pertinente sur la notion d'émotion. En fait, l'IA, elle permet, c'est complètement synthétique, et pourtant, ça permet de ramener l'émotion, l'intention, et on n'est plus sur... attends, est-ce que le premier lien de Google, il est bon? Est-ce que je peux lui faire confiance? Là, il y a une question tout de suite qui est, j'ai une réponse qui est pertinente, argumentée, qui m'interpelle, et donc voilà, c'est tout l'enjeu de demain. Très bien. Conclusion, Pierre, sur les enjeux côté utilisateur et côté professionnel. Côté utilisateur, si vous ne l'utilisez pas déjà, allez l'utiliser. Je pense que ça nous donne à tous des super pouvoirs en termes de productivité. Là, il y a vraiment l'homme de travail qui essaie de vous dire vraiment c'est top, on peut vraiment faire des choses qui dépassent nos capacités à la base. Je vois mes développeurs là-bas, j'arrive à développer alors que je ne sais pas mettre une parenthèse dans un bout de code, quoi. Genre, on arrive vraiment à faire des choses assez incroyables. Et je pense une perspective pour les jeunes générations. Je suis papa et typiquement, ça va vraiment changer la façon dont eux vont regarder le monde. Ils vont vivre avec des peluches ou des jouets qui vont leur parler, ça sera leurs meilleurs amis. Et du coup, je pense que ça me fait vraiment un petit peu peur parce que ça reste des vrais échanges, mais pas des vraies personnes en face. Et du coup, ça sera vraiment compliqué demain de faire la part des choses. Et il faut se préparer mentalement à accueillir ce changement qui, je pense, va être très, très douloureux pour déjà notre génération, encore plus pour la génération du dessus, et qui est déjà une réalité pour les petits. Voilà. Mais il y aura du positif quand même. Mais bien sûr, je reste positif. Je dis juste, je dis pas qu'il ne faut pas y aller. Je dis juste attention, parce que ça va être tellement violent, je pense, comme changement, la relation à l'autre, la relation à la machine. Il faut s'adapter. Exactement. Moi, je ne suis pas contre. J'accueille le changement, mais attention. Eh bien, merci à tous les trois. Merci Romain, merci Jules, merci Pierre. Excellente journée au Salon Rent. Merci. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée, merci.